Monsieur le Président, merci et merci de votre invitation qui me permet, à l'occasion de notre journée, d'essayer de synthétiser la géopolitique du Sénégal depuis son indépendance. Je sais que nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui des fins connaisseurs du Sénégal, donc je leur demande leur indulgence pour la synthèse que je vais proposer. Et bien entendu, je sais qu'ils sauront exercer leur sens critique pour notre prochain débat qui aura lieu au cours de l'après-midi. Alors, il m'a semblé, en introduction, de simplement vous montrer une photo. Alors, cette photo, c'est le fameux monument de la Renaissance africaine qui se trouve à Dakar, qui a été construit du moment du président Wade. C'est intéressant parce que moi, cette photo, elle me fait penser à la Tour Eiffel. Alors, vous allez me dire, où est le rapport? Le rapport, c'est que quand en France, on a construit la Tour Eiffel, il y a eu une grosse controverse. Il y a ceux qui étaient pour, il y a ceux qui étaient contre. Bon, au Sénégal aussi, ce monument a beaucoup fait parler, notamment en raison de son coût. Mais peut-être qu'il va devenir comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire un symbole très fort de ce pays. Donc il a été fini, comme vous le savez, en 2010, et il veut, à mon sens, symboliser le pont que représente le Sénégal entre l'Afrique et les autres continents. C'est donc un monument qui a une symbolique très très forte, également pour ceux qui ne connaissent pas, en raison de son positionnement géographique. Voilà, donc je terminais pour rappeler effectivement qu'en plus le positionnement géographique de ce continent est très intéressant sur une colline près de l'Atlantique. Et ça me semble symboliser mieux qu'un tout autre discours l'introduction à notre thème. Donc je vais vous proposer un résumé en 3 points. Le premier élément consiste simplement à rappeler quelques fondements géopolitiques du Sénégal, avant de s'interroger plutôt sur les questions de géopolitique interne et sur la stabilité géopolitique du Sénégal, et enfin d'évoquer les crises sénégalaises qui se sont déroulées et dans quelle mesure elles nous permettent de mieux comprendre la géopolitique régionale et mondiale. Donc, quels sont les fondements géopolitiques? Eh bien, c'est bien sûr d'abord la géographie, avec un pays qui est donc un pays maritime, qui est placé, comme vous le savez, à l'ouest de l'Afrique, et qui bénéficie en particulier du fleuve Sénégal, qui est à la fois une richesse et une frontière qui est un élément de relation, et comme toute frontière, une frontière peut engendrer des avantages et des inconvénients. Donc la géographie du Sénégal, c'est incontestablement une position géographique absolument stratégique lorsqu'on regarde une carte de l'Afrique. Et c'est cette position stratégique qui peut expliquer notamment l'importance du port de Dakar, qui est évidemment le grand port du Sénégal, mais aussi un grand port pour l'ensemble d'autres pays d'Afrique occidentale. Donc on peut dire que c'est un port international plus qu'un port strictement national, compte tenu de sa position géographique. Le Sénégal est également, d'un point de vue géographique, riche effectivement des particularités de sa région méridionale, donc la Casamance. Je vous rappelle que cette région a le climat le plus humide du Sénégal, mais aussi la végétation la plus forestière, c'est-à-dire que ces atouts climatiques sont extrêmement intéressants pour faciliter des productions à la fois agricoles et forestières. Et bien entendu, qui signifie domaine maritime, signifie également des ressources halieutiques. Alors, des ressources halieutiques, là, je vous montre une photo de Saint-Louis du Sénégal, qui évidemment ne peuvent pas être exploitées parfaitement, parce que le président a évoqué tout à l'heure, par exemple, les questions de piraterie et d'utilisation parfois du domaine maritime du Sénégal par des flottes qui ne devraient pas s'y rendre.
Et il faut ajouter évidemment le fait que le Sénégal a découvert récemment des hydrocarbures et surtout a su s'entendre intelligemment avec la Mauritanie pour bien préciser quelles sont les parties des champs d'hydrocarbures qui sont ceux de la Mauritanie et quels sont ceux du Sénégal. Donc, premier élément, donc des atouts géopolitiques, géographiques extrêmement forts. Deuxième élément, eh bien, c'est évidemment la dimension historique. En fait, le Sénégal a toujours eu un rôle historique. Je ne vais pas remonter à des siècles trop lointains, mais si nous prenons donc, si nous remontons donc en gros à 130 ans, il faut quand même rappeler que dans son œuvre ou de ses décisions de colonisation, quand la France a décidé d'organiser l'Afrique occidentale française, en 1895, elle a choisi une ville sénégalaise comme capitale de l'AOF, c'est-à-dire Saint-Louis. Et puis, quelques années plus tard, elle a décidé de transférer la capitale de l'AOF de Saint-Louis à Dakar. Et effectivement, le Sénégal dans son ensemble, que ce soit Saint-Louis ou Dakar, a joué un rôle très important dans l'expansion coloniale de la France en Afrique. Alors qu'on déplore ou non cette expansion coloniale, c'est évidemment un héritage de l'histoire qu'on ne peut nier. Troisième élément important, donc la dimension démographique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, selon les estimations, le Sénégal a 18 millions d'habitants. Cela le met un peu en dessous d'un autre pays limitrophe, c'est-à-dire le Mali, dont l'estimation est à 23 millions d'habitants. Quoi qu'il en soit, vous voyez un poids démographique relatif par rapport aux pays limitrophes qui le place en deuxième position. Donc effectivement, dans un rang démographique qui est quand même significatif au sein de la région. Et si nous étendions la comparaison avec d'autres pays de l'Afrique occidentale, eh bien, la situation du Sénégal, d'un point de vue démographique, peut être considérée comme favorable. Cette dimension démographique, donc, on peut le mesurer par le nombre d'habitants, on peut le mesurer aussi à travers le fait que le pays est inégalement peuplé, notamment en raison de ce qu'a été la croissance de sa capitale, c'est-à-dire de Dakar. Donc aujourd'hui, une agglomération d'environ 4 millions d'habitants, donc environ, vous voyez, un peu plus de 20% de la population. Une capitale qui a été fondée en 1857, donc au moment de la colonisation. Et donc, cette capitale, par son importance, joue un rôle significatif, même si peut-être que le Sénégal a eu tort de trop copier la France avec une armature urbaine macrocéphale, qui n'est pas nécessairement l'idéal quand on veut développer une politique d'aménagement du territoire qui permette à tous les territoires de se développer, y compris dans les territoires orientaux du Sénégal, qui sont parfois effectivement plus en difficulté par rapport aux régions maritimes. Alors le fait que cette capitale ait été initiée au temps de la colonisation peut être illustré tout simplement par la mairie de Dakar. Donc vous voyez, on est en pleine architecture française là, et c'est effectivement un très beau bâtiment. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que bien qu'il s'agisse donc d'une ville relativement récente dans l'histoire de l'Afrique, c'est quand même une ville qui a un vrai blason, hein, qui lui donne effectivement une identité, et cela me paraît extrêmement important pour bien comprendre la richesse de ce territoire. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut considérer qu'elle est un peu privilégiée par rapport aux autres territoires, et je vous propose de l'illustrer à travers cette vue. Vous voyez la construction d'un hôtel à Dakar. On n'a évidemment pas l'équivalent dans aucun autre territoire du Sénégal. C'est donc le quatrième point que je voulais évoquer, cet aspect démographique, cet aspect armature urbaine. Et je voudrais insister aussi, ce qui me paraît un élément géopolitique fondamental, sur l'importance des diasporas. Je dirais d'abord que l'impression que j'ai, c'est que
l'émigration et l'apostrophe émigration est un peu dans l'ADN du Sénégal. C'est-à-dire que nous avons des pays qui n'ont pas nécessairement l'émigration dans leur ADN. Je pense par exemple à l'Égypte, ou même tout simplement à la France pendant très longtemps. Vous savez, la fameuse formule « heureux comme Dieu en France », ce qui fait que les Français ont beaucoup moins émigré que les Allemands, les Italiens, etc., les Anglais, bien entendu. Donc cette diaspora, elle est nombreuse. On peut l'estimer à 4 millions de personnes à peu près. Et en plus, elle bénéficie d'un mot pour la décrire qui est significatif, c'est-à-dire celui qui part en diaspora, en langue wolof, hein, qui est la langue dominante au Sénégal, je prononce peut-être mal, on les appelle les Twikat, hein, c'est-à-dire ce qui veut dire aventurier. Hein, donc voilà, donc ça me paraît intéressant. Et ce qui est important dans cette diaspora, c'est qu'elle a une grande distribution géographique, c'est-à-dire qu'on trouve une diaspora sénégalaise dans de très nombreux pays du monde, en France bien sûr, mais aussi aux États-Unis. Si vous comparez par exemple à la diaspora algérienne, qui a un tropisme français, c'est-à-dire 80% est en France. Au contraire, la diaspora sénégalaise, on va en trouver aux Émirats arabes unis, dans des pays et puis bien sûr dans de nombreux pays africains, hein, cela va de soi également. Alors, je veux dire, cette diaspora, elle me paraît, je vais illustrer par deux photos qui mettent en évidence, disons, l'importance de cette diaspora. Là, je suis à l'école polytechnique de Thiès. Vous savez, cette ville qui est à peu près 50 km de Dakar, si ma mémoire est bonne. Eh bien, vous voyez qu'il y a une publicité pour la carte verte américaine au sein de cette école. Et en fait, je ne m'attendais pas à voir cette publicité affichée à ce point-là. Donc, ça veut dire... Et ça mesure aussi ce qu'est la concurrence mondiale pour attirer les ressources humaines les meilleures. Et à cet égard, il faut bien reconnaître que les États-Unis sont très forts. Et puis, là, je reviens sur la côte de Dakar, sur ce qui s'appelle la place du souvenir. Et cette place du souvenir, vous voyez, c'est en hommage aux grandes figures historiques de l'Afrique et de la diaspora. Donc vous voyez que le Sénégal lui-même est conscient de l'importance de sa diaspora. D'ailleurs, c'est une diaspora qui a le droit de vote aux élections et qui joue un rôle important en géopolitique interne comme en géopolitique externe. Dernier point fondamental qui me paraît important, ce sont les confréries qu'a cité le président tout à l'heure, dans la mesure où on peut considérer que l'évolution sociale du Sénégal ne peut être comprise sans souligner l'importance des confréries, d'autant plus que ce ne sont pas des confréries importées. La confrérie Mouride est une confrérie qui a été créée au Sénégal. La confrérie des Tidjanes, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est au sud du Maroc, si ma mémoire est bonne. Hein. Donc nous sommes vraiment dans des logiques sociétales locales qui permettent ce développement et qui créent en fait un islam un peu atypique. Alors il faut avouer que cet islam aujourd'hui peut être un peu contrarié parce que ce soit les wahhabites, que ce soit d'autres islams de l'étranger qui essaient de venir s'implanter au Sénégal, il n'empêche qu'elle joue un rôle très important dans la cohésion sociale, dans la cohésion de l'organisation de la population, et je dirais l'un des symboles étant la fameuse ville de Touba, qui est, comme vous le savez, la capitale du mouridisme, et qui est équivalent à Nadjaf en Irak, que le président connaît bien, c'est-à-dire la ville où tout mouride doit se faire enterrer s'il en a les moyens, bien entendu. Donc c'est important, et vous voyez que pour souligner l'importance de cette ville de Touba, je vous propose tout simplement cette affiche qui donc fait une publicité pour vous conseiller d'utiliser une compagnie aérienne qui s'appelle Air Touba. Touba est bien sûr un gros lieu de pèlerinage aussi très important mondial, puisque c'est du monde entier que les Sénégalais viennent à Touba. Et puis rapidement, donc une carte, une carte qui s'est cachée. Voilà, c'est pas grave.
Donc des fondamentaux géopolitiques qui sont quand même extrêmement originaux. C'est-à-dire que si vous faites donc la combinaison des différents paramètres que j'ai évoqués, il n'y a pas d'équivalent dans un autre pays africain. Et c'est peut-être la raison qui nous permet de mieux comprendre notre deuxième partie, à laquelle je viens maintenant, le Sénégal, modèle de stabilité géopolitique interne en Afrique. Le premier constat donc, que l'on peut porter, c'est que par rapport à d'autres pays d'Afrique, le Sénégal, depuis 1960, donc depuis son indépendance, n'a jamais connu de coup d'État militaire. Et j'ajouterais, jamais les militaires n'ont eu une influence significative sur le pouvoir civil. Alors que dans d'autres pays qui n'ont peut-être pas connu de coup d'État militaire, on a parfois eu quand même des militaires qui exerçaient certaines pressions sur le pouvoir civil. Donc, dans une certaine mesure, on peut considérer que le Sénégal est une exception en Afrique, une sorte de modèle sénégalais de stabilité et de démocratie, même si, bien entendu, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, le Sénégal a connu un certain nombre de soubresauts. Alors, je le résumerai à quelques éléments. Bon, le premier principal, à mon sens, soubresaut, c'est celui qui s'est produit en décembre 1962. Léopold Sédar Senghor, donc premier président du Sénégal, est une personne qui considère que le rôle d'un président, c'est de présider et pas d'être un président opérationnel. Donc, la Constitution prévoit que ce soit le Premier ministre qui dirige le gouvernement et la politique quotidienne. Simplement, manifestement, en 62, on a un désaccord dans la mesure où le Premier ministre veut conduire une politique qui est différente de ce que souhaiterait le président. Et ceci donc va entraîner effectivement une crise politique, et cette crise politique qui a failli déstabiliser le pays va se traduire par une révision constitutionnelle, et donc le Sénégal, qui n'avait pas une constitution présidentielle, va avoir en 63 un régime présidentiel qui perdure depuis. Donc première date importante dans cette évolution pour la démocratie, vers la démocratie, ce régime présidentiel. Deuxième élément important, c'est l'instauration du multipartisme. Alors que beaucoup de pays africains, en 1974, n'ont toujours pas accepté le multipartisme, je crois, à mon sens, que c'est le Sénégal, le premier pays d'Afrique, à accepter le multipartisme en 1974. Et donc, le résultat de cette ouverture vers la démocratie va se traduire par le respect de la démocratie. Et le respect de la démocratie, c'est que, sauf erreur de ma part, je vois dans l'évolution géopolitique du Sénégal 3 alternances démocratiques, l'une en 2000. Il est intéressant de rappeler que le président sortant, Diouf, a félicité le président Wade avant même qu'on ait le résultat définitif des élections, ce qui était quand même une grande honnêteté de sa part et de respect de la démocratie. Deuxième alternance démocratique, donc en 2012, du président Wade au président Sall. Bon, là, on va y revenir, ça a été un peu plus compliqué. Et troisième alternance démocratique, qui a été aussi un peu compliquée, c'est celle de 2024. Alors, pourquoi compliquée? Parce qu'il faut bien reconnaître que tant ce qui concerne le président Wade que le président Macky Sall, bon, on peut dire, sans le dire trop brutalement, que ce sont quand même des présidents qui ont eu des entourages qui ont voulu essayer de contrarier la Constitution et de leur donner le droit à un 3e mandat. Donc il y a eu un certain nombre de manœuvres pour tenter un 3e mandat, mais c'est là où la société civile que citait le président a été essentielle, puisque c'est bien la société civile qui, en se mobilisant, a empêché effectivement à chaque fois ces 3e mandats et permis qu'il y ait une alternance démocratique qui s'est traduite dans les urnes. Alors, des tensions politiques, bon, c'est la vie de la politique, donc il y en a eu d'autres. Je vous en signale une autre parce que pour moi, elle est toujours amusante, si je puis dire, compte tenu du nom des protagonistes. Donc, nous avions le président Macky Sall au pouvoir, et puis nous avions donc le maire de Dakar, qui s'appelait aussi Sall, mais je ne me rappelle plus son prénom, mais vous allez... Khalifa, voilà, Khalifa Sall,
Et donc le président Macky Sall, craignant que le maire de Dakar, Khalifa Sall, soit un concurrent significatif, bon, son équipe a fait quelques manœuvres et donc vous voyez, ça a conclu à ce genre de manifestation avec les agents de la ville de Dakar qui soutiennent leur maire qui avait été mis en prison par le président Macky Sall. Donc, malgré ce que je viens de dire, ce que l'on peut retenir avec les hauts et des bas de la géopolitique interne, c'est que néanmoins, nous avons bien effectivement un modèle de stabilité géopolitique, parce que un certain nombre d'hommes politiques ont accepté l'alternance, même si d'autres ont été plus frileux vis-à-vis de l'alternance, et modèle de géopolitique parce que la société civile s'est mobilisée à chaque fois qu'il y a eu un risque démocratique, même si c'était un risque démocratique qui ne remettait pas vraiment en cause le droit de s'exprimer de la population. Alors, néanmoins, ce pays, depuis 1960, a aussi rencontré des crises, et je voudrais en particulier résumer très rapidement les deux principales crises sénégalaises qui ont quand même secoué la vie géopolitique interne et externe de ce pays depuis 1960, et évoquer aussi la géopolitique régionale et mondiale. Bon, la principale crise a été celle, à mon sens, parce que sa durée fait qu'elle n'est pas totalement terminée, c'est le conflit casamançais. En fait, il faut rappeler que la Casamance, d'abord, est enclavée, puisqu'il y a le fameux doigt de la Gambie entre le nord du Sénégal et la Casamance, et donc ça fait une situation géographique tout à fait particulière, avec une impossibilité de régler le problème, dans la mesure où je rappelle que la Gambie a été une colonie britannique, et donc les choses sont toujours très agréables à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, c'est-à-dire le Sénégalais traite le Gambien de sale anglais, et le Gambien traite le français, le Sénégalais de sale français. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Hein, voilà. Bon, donc en plus, la Casamance a été, au sein de l'Afrique d'ailleurs, dans une position toujours très autonomiste. Il faut rappeler que c'est un des rares territoires d'Afrique qui a refusé totalement l'esclavage, hein, et qui, vis-à-vis du colonisateur français, a su montrer qu'elle n'avait pas envie de plier à tout ce que souhaitait le coloniseur français. Donc, manifestement, on a une identité de la Casamance qui est tout à fait spécifique, auquel s'ajoutent évidemment d'autres difficultés, et notamment le fait que les habitants de Casamance n'aiment pas tellement qu'il y ait des personnes qui viennent exploiter leurs ressources. Et notamment, ça n'a pas été tellement apprécié en Casamance quand vous avez eu des Wolofs qui sont arrivés pour exploiter les arachides de Casamance. Donc, toujours est-il que le résultat de tout ceci, c'est que dès l'indépendance, donc dès 1960, la Casamance demande une autonomie, un statut d'autonomie au sein du Sénégal. Dans la mesure où elle n'obtient pas ce statut d'autonomie, dès 1962, vous avez des manifestations pro-indépendance en Casamance, donc une demande plus forte, et ensuite, dans les années suivantes, eh bien, il va y avoir tout simplement des violences, c'est-à-dire en fait un conflit ouvert entre, pour simplifier, l'armée sénégalaise et puis des rébellions de Casamance. Bon, la meilleure preuve que ces conflits n'étaient pas négligeables, c'est qu'ils ont donné lieu à 3 cessez-le-feu. Donc quand on parle de cessez-le-feu, c'est bien qu'avant, il y a eu des morts, malheureusement, dans le cadre de ces conflits. De mémoire, cessez-le-feu en 91, un deuxième cessez-le-feu en 93, un troisième cessez-le-feu en 1999, et finalement, heureusement, en 2004, des accords de paix. Bon, néanmoins, même si nous avons eu cet accord de paix en 2004, c'est une paix qui est quand même imparfaite. Et la meilleure preuve, vous l'avez sur le terrain, quand vous vous rendez à l'aéroport de Ziguinchor, vous constatez que l'armée est quand même très présente à cet aéroport, ce qui signifie clairement que la paix n'est pas totalement établie sur ce territoire. Donc c'est cette première crise qui, heureusement, aujourd'hui est
stabilisé. Bon, néanmoins, la solution parfaite n'est pas encore parvenue, et un des enjeux de géopolitique interne du Sénégal. En revanche, la deuxième crise de géopolitique externe, je vous donne tout de suite la conclusion, on peut considérer qu'aujourd'hui, elle est totalement réglée. Effectivement, ce qui va se passer donc, en 1989, c'est que du côté du Sénégal, un certain nombre d'habitants vont trouver que des pôles qui sont venus de Mauritanie ont tendance à trop exploiter leur territoire, alors que du côté de la Mauritanie, des Mauritaniens vont considérer que les Sénégalais en général soninké exploitent trop leur territoire. Bon, tout ça va se traduire en fait par de véritables violences, qui sont des violences entre des nationaux et des immigrés. Et donc ceci va conduire à de telles violences que finalement ce qui va être décidé, c'est de contraindre en fait les Mauritaniens habitant au Sénégal de retourner en Mauritanie et les Sénégalais habitant en Mauritanie de retourner au Sénégal. Et il va y avoir d'ailleurs des avions qui vont être affrétés pour organiser tous ces rapatriements. Donc, je vous donne un petit peu les ordres de grandeur. Environ 70 000 Mauritaniens ont dû quitter, 70 000, pardon, Sénégalais ont dû quitter la Mauritanie pour le Sénégal, et 170 000 dans l'autre sens. Donc, pour bien d'ailleurs témoigner de cette crise, en 1989, il y a une cessation des relations diplomatiques avec la Mauritanie, qui heureusement va donner lieu à une reprise des relations diplomatiques en 1992, et depuis effectivement les relations entre la Mauritanie et le Sénégal se portent très bien, ce qui a été mis en évidence récemment avec le partage des recettes futures d'hydrocarbures. Autre élément donc de géopolitique interne externe, sur lequel je n'ai pas beaucoup à m'étendre, disons que la géopolitique externe du Sénégal a connu deux tentatives qui n'ont pas réussi. La première, ça a été celle de faire une fédération avec le Mali, ce qui aurait été assez logique, puisqu'en fait, si vous voulez, on avait un partenariat entre un pays qui a tous les atouts de sa position maritime et un pays qui, lui, au contraire, a besoin d'un accès maritime, mais n'en a pas. Bon, malheureusement, assez rapidement, cette fédération du Mali, donc nous sommes en 1960, a échoué. Et puis, le second élément, ça a été la tentative de la Sénégambie, donc de trouver une fédération politique entre la Gambie et le Sénégal. Et là, malheureusement aussi, enfin, je pense, moi, personnellement, que c'est malheureusement, elle a échoué. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être retenté par d'autres dirigeants. Bon, ce que l'on constate quand même à travers la diversité des organisations dont fait partie le Sénégal, bon, c'est qu'il est très actif dans toutes les organisations internationales. Il a d'ailleurs été 3 ou 4 fois membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est à la fois aussi actif dans l'organisation de la conférence islamique, à l'OMC, au NEPAD, etc. Bon, je passe sur tous ces éléments. Peut-être simplement pour symboliser un petit peu le souci permanent des dirigeants sénégalais, quels qu'ils soient, quelle que soit leur tendance politique, de faire que le Sénégal ait un rôle international. Je vous propose de visionner d'abord tout simplement cette affiche qui montre que le Sénégal a organisé, alors, je crois que c'était en 2017, un forum des parlementaires africains et arabes pour la population et le développement. Donc, vous voyez la volonté de se diversifier. Notre ami aussi vient de m'apprendre que son ministère s'appelle le ministère de l'intégration africaine, ce qui veut bien dire que la volonté du Sénégal de ne pas être un pays fermé sur lui-même, mais au contraire ouvert aux autres. Et nous avons dans la place du souvenir, vous voyez, cette immense carte de l'Afrique qui veut dire que nous, Sénégalais, nous sommes d'abord africains. Bon, on est ensuite sénégalais. Moi, j'aime bien ça parce que, vous savez, vous connaissez mon raisonnement, toute identité authentique est plurielle. Donc, on peut très bien être sénégalais et africain
en même temps, cela va de soi. Bon, je passe sur la place du souvenir, peut-être, pour ne pas être trop long. L'autre élément très important, évidemment, de la géopolitique externe, ça a été toutes ces dernières années la diversification du partenariat. Je commence quand même par dire que, de toute façon, le Sénégal ne pourra, à mon sens, jamais ignorer les racines liées à la période où il a été une colonie française. Alors, je vais le symboliser par plusieurs éléments. Premier élément, c'est la place de l'indépendance, si ma mémoire est bonne. Sur la place de l'indépendance, vous voyez, où on rappelle, à travers ce que vous voyez, les Sénégalais qui sont morts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont participé aux armées françaises pour que la France gagne la Première Guerre mondiale et ensuite arrive à vaincre l'hitlérisme. Deuxième exemple, alors totalement différent, eh bien, quand vous voyez effectivement ce genre de travail qui a été fait pour améliorer, je ne sais plus si les services d'eau ou les services d'assainissement à Dakar, donc vous voyez Pont-à-Mousson, qui est évidemment une grande entreprise française de Lorraine, dans cette justement ville de Pont-à-Mousson. Et puis j'aime bien cet exemple où vous voyez à la fois l'héritage plein du Sénégal, avec donc cette avenue Léopold Sédar Senghor, son premier président, qui a été membre de l'Académie française, et puis à gauche, la rue Jules Ferry. Hein, ouais, ce double héritage. Alors, bon, peut-être qu'un jour, il y aura un maire de Dakar qui voudra changer le nom de la rue Jules Ferry, mais même s'il change le nom, il ne pourra pas changer le fait que ça fait partie de l'héritage. Vous savez, c'était la formule de Senghor disant que, comment c'était sur la langue française, enfin, on a l'héritage de la langue française tout en ayant nos propres langues. Donc, bien sûr, la France est dans l'histoire du Sénégal, que le Sénégal le veuille ou non, si je puis dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu un effort pour diversifier. Alors cette diversification, elle a d'abord concerné un pays qui a une stratégie en Afrique extrêmement développée, c'est la Chine. J'insiste sur ce point-là parce que moi, dans ma naïveté, enfin, il y a maintenant une vingtaine d'années, je pensais que la Chine n'allait investir que dans les pays africains où il y avait des ressources qui l'intéressaient. Et dès que j'ai regardé un petit peu les cartes, j'ai vu qu'en fait, la Chine, elle s'est intéressée à tous les pays africains, quelles que soient les ressources dont ils disposent. Alors bien sûr, elle s'est intéressée au Sénégal. Alors cet intérêt pour le Sénégal, eh bien, vous le voyez à travers ce genre de proclamation. Vous le voyez aussi à travers, évidemment, des entreprises de construction chinoises qui sont au Sénégal. Et puis, vous le voyez dans la principale université de Dakar, avec l'Institut Confucius, et avec tous ces Chinois qui franchissent les portes tous les jours de l'Institut Confucius pour apprendre le chinois. Alors, en plus, c'est assez étonnant parce que je dois dire, et je ne voudrais pas surtout que mes amis sénégalais soient vexés, mais pour moi, c'était le bâtiment le plus propre de l'université et le plus en état de l'université. Donc, il y avait une symbolique assez forte. Alors, tout ceci, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Parce que vous allez, c'est tout simplement, vous allez voir l'affiche d'un restaurant. Que dit cette affiche d'un restaurant? Elle propose menu chinois, menu français, menu sénégalais, dans cet ordre-là. Donc, je dirais, cette affiche symbolise l'ouverture du Sénégal à la fois à la Chine, son héritage français et ses spécificités sénégalaises. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas aussi présents au Sénégal, et je vais vous prouver qu'ils le sont à travers cette affiche qui existe au Sénégal et que je n'ai jamais vue en France. Hein, c'est-à-dire l'argument ici, goûter au bonheur à travers la fameuse bouteille américaine, je n'ai jamais vu ça nulle part qu'au Sénégal, hein, j'avoue, dans aucun pays du monde, cet argument-là. Bon, enfin, je voudrais évoquer évidemment ce qui s'est passé donc, au moment de la construction du nouvel aéroport, là au sud-est de Dakar, qui a donc été construit par la Turquie, ce qui symbolise aussi la diversité des partenariats du Sénégal avec ce RER. Alors, je conclus, Président, pour ne pas être trop lent, en insistant sur quelques points. Bon, le premier élément qui me paraît important, c'est effectivement
une évolution géopolitique singulière. Alors singulière en interne, avec cette société civile qui, à plusieurs reprises, a obligé les dirigeants à respecter les constitutions, avec une armée qui est, nous dirions, l'adjectif que nous utiliserons en France, qui est républicaine, c'est-à-dire qui sait que ce n'est pas son rôle de se mêler de la vie politique du pays. Autre point très important, c'est que c'est vrai que c'est un pays qui ne subit pas de menaces extérieures. Alors j'espère que ça va durer, bien entendu, parce que malheureusement, on sait bien qu'en Afrique, beaucoup de groupes qui essaient de déstabiliser des pays. Je n'ai pas besoin de vous faire la liste. Et ce qui est peut-être la surprise du Sénégal, à mon sens, c'est son développement insuffisant. C'est-à-dire, on pourrait penser que dans un pays qui a quand même connu une stabilité politique par rapport à d'autres pays, qui a des atouts géographiques incomparables, où la sécurité est assurée. Donc on peut se promener dans tout le pays. Je dirais qu'il y a plus de sécurité au Sénégal qu'en Île-de-France. Peut-être en France, qui bénéficie d'un apport important de ces diasporas, et notamment ces diasporas américaines, parce que ces diasporas américaines sont plus riches que ces diasporas françaises. Donc, de tous les partenariats internationaux, que je n'ai fait que résumer ici, on pourrait penser que son développement économique aurait été beaucoup plus important. Donc ça, c'est plutôt la faiblesse, à mon avis, et ce qui prouve quand même certaines insuffisances de gouvernance. Et donc, ça me paraît important d'un point de vue géopolitique, parce que je pense qu'avec une meilleure gouvernance, le Sénégal, s'il améliore sa gouvernance, pourra avoir un développement économique nettement meilleur, d'autant plus qu'il a de bonnes ressources humaines. J'ai oublié de rappeler aussi qu'il y a un certain nombre d'écoles de qualité au Sénégal, notamment celles qui sont gérées par des institutions catholiques, où les musulmans se rendent d'ailleurs, parce qu'elles sont de qualité. Et donc, ça veut dire que son poids géopolitique interne pourrait être beaucoup plus important s'il réussit mieux son développement économique. Maintenant, il faut qu'il fasse attention, évidemment, à la chance qu'il a d'avoir des hydrocarbures. Autrement dit, qu'il utilise les recettes de ces hydrocarbures avec la science de la Norvège et pas comme une rente qui ne fait que faciliter la corruption. Merci de votre attention.